Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour dans les coulisses de l'étrange. Donc une émission toujours sous le signe franco-canadien, donc une amitié puisque cette émission est diffusée sur Radio Mystère, donc Radio Canadienne, et EBE TV, donc la petite chaîne française en ufologie. Donc aujourd'hui nous allons parler, je dirais, des rêves prémonitoires. Alors pour l'interrogation, est-ce finalement une porte spatio-temporelle fréquentielle? Et pour y répondre, j'ai invité l'auteur et le chercheur, monsieur Edmond Giroux. Donc, dans ces rêves prémonitoires, nous passons tous près d'un quart d'heure de notre vie à dormir. Et durant ces nuits, nos neurones se modifient et notre conscience intuitive se réveille et voyage par l'intermédiaire des rêves. Certains d'entre eux, parfois, semblent nous annoncer des événements qui prendront vie quelque temps après. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires sont donc des rêves qui ont la particularité de sembler se reproduire dans la réalité quelque temps après. C'est ça, Edmond. Bonjour, Edmond. Oui, bonjour, José. Alors, effectivement, c'est une bonne définition de la prémonition, mais personnellement, je la trouve relativement incomplète. J'ai d'ailleurs essayé d'établir, il y a quelques années déjà, une sorte de checklist du véritable rêve prémonitoire, afin qu'on puisse valider ce rêve comme étant une prémonition. Ah, donc oui, donc là je dirais, pour annoncer le sujet, je dirais non. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications à ce sujet justement? Oui, bien sûr. Alors, bon, il faut savoir que le rêve prémonitoire, qu'est-ce que d'abord qu'un rêve prémonitoire? C'est en priorité évidemment un rêve, mais ce rêve est complètement, je dirais, différent des rêves que l'on peut faire. Un rêve de tous les jours, il est un petit peu différent. Alors, moi, je dirais qu'en priorité, pour qu'un rêve puisse être déclaré, au moins enregistré en tant que tel, eh bien, il faut le noter avant que celui-ci ne se réalise dans la réalité. Alors, quand je dis enregistrer, noter, il faut au moins qu'on ait eu un contact avec le monde extérieur, de manière à ce qu'on ne soit pas les seuls à être au courant d'avoir fait ce rêve. Sinon, en quoi, il n'a plus aucune réelle valeur, je dirais. Ensuite, ce rêve, il doit comporter suffisamment de détails pour qu'on puisse rendre l'interaction de la chance vraiment très peu probable. Un exemple tout bête dans les détails, effectivement, si je rêve que un avion va s'écraser et que ça s'arrête là, il y a peu de probabilité sur Terre, heureusement que des avions se crashent tous les jours, mais il reste quand même une probabilité que d'ici 10 ans, il y ait au moins un accident d'avion. Donc un maximum de détails pour essayer d'envelopper ce rêve dans une réalité proche et certaine. Ensuite, c'est, je dirais, éviter la possibilité d'interférence avec une connaissance réelle d'une information. Je peux prendre un exemple, un krach boursier, on peut très vite imaginer que d'ici quelques jours, ça peut être la ruine de banquiers ou de riches personnalités. Voilà, donc arriver à séparer la connaissance d'une information à l'instant T pour en déduire quelque chose dans le futur. Donc là, il faut vraiment aucune interférence. Alors, dans le rêve prémonitoire, moi, je vais enlever tout ce qui est prophétie, auto-réalisation, etc. Bon, les prophéties font pas partie, même s'il y a de très bonnes prophéties, ne font pas partie, pour moi, du rêve prémonitoire, puisque, comme je l'ai dit en premier lieu, dans rêve prémonitoire, il y a bien le mot rêve. Donc, on dort et on a ces images qui nous sont projetées quelque part d'un futur proche. Alors, je sortirai aussi tout ce qui est influencé par la télépathie
et qui ne peuvent pas en fait expliquer la venue d'un rêve prémonitoire. Ensuite, ce type de rêve, il doit être vécu, si on peut dire, il doit être rêvé d'une manière vraiment beaucoup plus réaliste que tous les autres rêves. En d'autres termes, on va réellement vivre ce rêve. Il va s'effectuer généralement dans des lieux et des situations tout à fait réels, des lieux qui sont pas du tout inconnus, voire même farfelus, comme on a l'habitude de vivre dans des rêves classiques qui sont toujours dans lesquels sont impliqués des lieux ou des situations un petit peu rocambolesques, je dirais. Un autre point, il doit être effectué au pire, au même instant que l'événement réel qui va se produire. Sinon, ça devient plus de la prémonition si on le rêve après l'événement. Même si on n'est pas au courant de cet événement, effectivement, il peut nous arriver de rêver certaines choses, mais qui viennent de se passer, et auquel cas, là, j'inclurai en fait la pensée de certaines autres personnes qui sont en train de vivre cet événement. Mais là, on n'est plus dans la prémonition, on est simplement dans un transfert de pensée et une récupération de pensée via des systèmes dont je parlerai un petit peu plus tard, notamment au niveau des ondes. Donc, ça, je l'ai dit effectivement en premier lieu, il doit être absolument vérifiable via le fait qu'on l'ait noté ou qu'on en ait parlé à notre entourage. Ça, c'est très important parce qu'autrement, donc comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas valider ce type de rêve. Généralement, ce type de rêve, dans la plupart des cas, il est toujours présent au réveil. Autant on a beaucoup de mal à se rappeler de rêves classiques que l'on fait. Le rêve prémonitoire, c'est un petit peu comme si on l'avait vécu. On l'avait réellement vécu. On est au milieu d'une situation, d'un lieu, et on le vit comme si c'était une journée un petit peu comme tous les jours, quoi. Et enfin, je dirais tout ce qui est expérience de déjà vu, ça arrive à énormément de personnes. On a cette fameuse impression de déjà vu. Ça ne rentre pas dans la catégorie des rêves prémonitoires. Ça, c'est juste un léger problème de dysfonctionnement du cerveau qui fait que l'analyse se fait en même temps que ce que l'on vit. Et après le décortiquage de l'information se fait après. Mais on l'a déjà analysé avant de le décortiquer complètement, et donc on a cette fameuse impression de déjà vu que pratiquement tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie en se disant non mais ça, cet instant-là, je l'ai déjà vécu. Bon, j'avoue que ce sont des choses un petit peu bizarres, assez impressionnantes, mais qui ne font pas du tout partie des rêves prémonitoires. D'accord, Edmond. Et c'est vrai que là, dans cet énoncé, cet exposé, pardon, que tu viens de nous établir, c'est vrai que, bon, donc je dirais ma question est la suivante. Y a-t-il des critères de sélection ou tout simplement qui peut faire des rêves prémonitoires, Edmond? Alors, en réalité, il n'y a pas de critères particuliers, que ce soit un critère d'ethnie, de sexe, de religion, de lieu, d'âge, etc. Il n'y a aucun critère pour faire une prémonition, pour faire un rêve prémonitoire. Tout le monde peut être touché par ce phénomène. Et d'ailleurs, on le sait, ça a été vérifié scientifiquement, hein, il y a eu des statistiques qui ont été faites là-dessus. Il y a au moins 25% de la population mondiale qui a fait et relaté, évidemment, parce qu'entre faire et relater, il y a une différence, donc au moins 25% de la population mondiale qui a déjà fait au moins un rêve prémonitoire dans sa vie, et il existe au moins 60% de personnes qui y croient. Oui, donc je dirais, pardon Edmond, mais c'est vrai que je te coupe, mais
faire une prémonition sur son entourage personnel, j'imagine que ça doit être difficile à exposer. Après les faits, alors a-t-on des exemples plus flagrants de rêves qui ont pu avoir eu lieu et qui auraient pu être vérifiés par un plus grand nombre de personnes finalement? Oui, bien sûr. Alors, il existe bon nombre de rêves qui ont été faits en commun. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que ces rêves, en plus, ne datent pas d'hier. On les retrouve dans l'histoire antique, avec des histoires de César, la famille de César. On le retrouve également et ça c'est Homère qui écrit ça dans l'Iliade et l'Odyssée, qui nous parle de Cassandre, qui était la fille de Priam, le fameux roi de Troie. Et donc cette fille de Priam avait rêvé déjà de la chute de Troie par les Grecs, et elle avait décrit à sa famille la manière dont ça se passerait exactement, avec la mort de son frère Paris, donc tué par les Grecs. Et enfin elle avait tout vu bien avant que cela n'arrive, et malheureusement le siège de la cité est arrivé, et en gros tout ce qu'elle avait vécu en rêve, s'est avéré exact. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Bien sûr, et je dirais Jules César, je crois aussi, il y a quelque chose comme ça apparemment, non? Avec Jules César, il y a une histoire qui traîne avec ça, je crois, Edmond. Alors effectivement, c'est l'épouse de Jules César qui avait vu entre autres, qui avait vu l'assassinat de Jules, donc étant avec les personnes du gouvernement quelque part, et elle avait vu Brutus donc assassiner d'un coup de couteau Jules César. Voilà, ce sont des faits historiques qui sont revenus, parce que ce sont des faits, de grands faits, donc c'est resté ancré, et ces petites histoires-là de rêves prémonitoires sont peut-être passées inaperçues, mais ils ont quand même été écrits et décrits, donc comme je le dis, depuis l'Antiquité. Oui, donc c'est bien au-delà de notre savoir actuel, c'est-à-dire que on fait des rêves prémonitoires des grands rêves qui ont été des grands rêves qui ont été faits par de nombreuses des grands rêves qui ont été faits par de nombreuses une foule qui ont été faits par de nombreuses une foule de personnes, et tu vas voir, José, que c'est une foule de personnes, et tu vas voir, José, que c'est quelque chose d'assez foule de personnes, et tu vas voir, José, que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et tu vas voir, José, que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et qui fait qui donne quelques frissons quand même dans le dos. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Rebonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange, toujours avec mon invité monsieur Edmond Giroux, auteur et chercheur notamment, je dirais, dans les mondes invisibles d'ailleurs. Edmond, c'est ça, je crois que tu as fait un livre qui explique un petit peu tout ça, donc je pense que tu vas nous en parler un petit peu plus tard, mais par contre, revenons au sujet, c'est-à-dire les fameux rêves prémonitoires. Donc, pour toi Edmond, quel est le rêve prémonitoire qui t'a le plus marqué finalement? Alors, le rêve qui m'a le plus marqué, ce fut j'avais fait un rêve prémonitoire, bien sûr, sur le fameux tsunami en Indonésie qui s'est déroulé le 25 décembre 2004. Alors, c'est quelque chose de très impressionnant, quelque chose qui fait peur.
Et ce qui est intéressant de savoir, enfin, dans ce type de rêve prémonitoire, justement, c'est que je n'ai pas été le seul. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Tu m'avais posé la question. Donc, il y a énormément de personnes qui ont effectué ce rêve quelques heures, voire quelques jours, dans le pire des cas, une semaine à un mois avant. Alors moi, personnellement, j'avoue que c'est celui qui m'a le plus marqué. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez horrible. Alors je me suis subitement, évidemment dans mon rêve, retrouvé dans un endroit que je ne connaissais pas, entouré au niveau de la végétation, c'était des sortes de palmiers, de choses comme ça. Et j'étais sur une légère petite hauteur. Là, donc je regardais la mer. Il y avait une personne à côté de moi, une dame qui était à côté de moi, et donc elle regardait comme moi cette mer. Elle me parlait. Bon, je voyais bien que c'était pas quelqu'un, c'était pas un type européen. Et elle me parlait, je sais plus ce dont elle me parlait. Ce qui est assez marrant d'ailleurs dans les rêves prémonitoires, c'est que lorsqu'on est à côté de personnes étrangères, et là forcément, bon, je voyais que la personne était typée, et ce qui est assez marrant dans ce genre de rêve, c'est que l'on comprend la langue des personnes qui vous parlent, c'est-à-dire que c'est comme si moi je parlais la langue de ces personnes-là, ou l'inverse, où les personnes parlaient ma langue. Enfin, c'est étonnant ça, Edmond, comme ça. C'est la première fois que j'écoute ça aussi. C'est vraiment étonnant ce que tu dis, c'est vrai. Oui, c'est quelque chose d'assez marrant parce qu'on a justement il n'y a pas de barrière de langue, en fait, on se comprend. Alors évidemment, ça reste dans le rêve, hein. Et donc, regardez la mer, et elle me parlait, et en même temps, tout en regardant la mer qui était légèrement en contrebas, on la voit, l'eau de la mer se désintégrer, reculer, jusqu'à ne plus l'apercevoir. Et là, cette personne donc s'est tournée vers moi, elle me dit quelque chose comme elle va revenir, il faut fuir, il faut s'en aller. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la mer revenir, mais avec une force gigantesque, une vague qui faisait, qui dépassait la hauteur des immeubles, enfin quelque chose vraiment de très impressionnant. Et ça a duré. Alors, pour moi, ça a duré quelques fractions de secondes, peut-être moins d'une minute en tout cas. Cette vague a commencé à se fracasser sur la terre ferme, et l'eau a commencé à monter, et la jeune femme qui était à mes côtés a disparu littéralement, a été emportée par les eaux. J'ai voulu la récupérer, chose qui m'a été impossible. Je me suis vu aussi emporté par les eaux. Et heureusement pour moi, je me suis réveillé à ce moment-là. Tu t'en douteras bien, j'étais en nage. Alors évidemment, j'étais pas en nage, mais je m'étais pas fait réellement mouiller par l'eau de mer, mais j'étais quand même en nage, ne serait-ce que par la peur, la peur de l'instant, de ces instants que je venais de vivre. Bien sûr, Edmond, et c'est vrai que c'est quand même c'est étonnant quand j'imagine, personnellement, je ne fais pas partie de la catégorie qui ont fait des rêves prémonitoires, je n'en ai jamais fait, mais c'est vrai que il y a plein de personnes déjà qui en ont fait et qui m'ont dit que ça s'est avéré vrai, donc là-dessus il n'y a pas aucun problème. Par contre, c'est vrai qu'Edmond... Pardon, absolument, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Mais ce qui est important de dire, pardon Edmond, c'est que là, tu as fait ce rêve justement par rapport au tsunami de Phuket, parce que je suis allé il y a 2 ans en Thaïlande, donc sur cette fameuse plage où malheureusement il y a eu plein de personnes décédées à cause de ce tsunami, c'est vrai. Et c'est vrai que tu as fait ce rêve prémonitoire longtemps en amont, quelques jours, une semaine, quelques mois avant. Alors, généralement, chez moi, on va dire que mes prémonitions s'effectuent en règle générale moins d'une semaine avant. Généralement, c'est 4-5 jours avant que ça se réalise. Ce qui est intéressant, enfin, ce que je notais qui était intéressant quand même, c'est que au tout début, quand j'ai commencé à faire de dire mais pourquoi ne pas appeler quelqu'un, pourquoi ne pas aller tenter de dire mais
pourquoi ne pas appeler quelqu'un, pourquoi ne pas alerter, de dire mais pourquoi ne pas appeler quelqu'un, pourquoi ne pas alerter, etc. Ils ont tout à fait raison. Appeler quelqu'un, pourquoi ne pas alerter, etc. Ils ont tout à fait raison. Le seul souci quand ils ont tout à fait raison. Le seul souci quand on vit un rêve prémonitoire, c'est que on a vit un rêve prémonitoire, c'est que on n'a pas de vie, un rêve prémonitoire, c'est que on n'a pas de notion de lieu. Généralement, on ne sait pas où on est. On n'a pas un peu de vision de lieu. Généralement, on ne sait pas où on est. On peut deviner à peu près. Là, dans cet exemple-là, effectivement, il y avait des, comment dirais-je, pas des cocotiers, mais il y avait la végétation. Effectivement, me disait que j'étais plus du côté de l'est, mais ça aurait pu très bien être l'Inde. Ça aurait pu être même le sud du Japon. Voilà, il n'y a pas de lieu et il n'y a pas de date précise. On sait que ça va arriver, voilà, dans les jours qui vont venir, mais où exactement? Je veux dire que bon, même avec ce genre de catastrophe, bien avisé serait celui qui serait capable d'alerter la population mondiale en disant partez tous de toutes les plages, il va y avoir un tsunami. Bien sûr, donc j'allais dire, Edmond, pardon, mais donc, là, si je comprends bien, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien le sens, je dirais, et toute cette technicité qui peut en découler, puisque tu nous en montres quand même des preuves à un moment donné, tu as fait quand même des constatations à ce sujet. Et c'est vrai que, est-ce que la base de fonctionnement d'une prémonition est donc identique à un simple rêve? C'est important. Alors, je dirais que son fonctionnement, en fait, est plus proche du rêve, lucide. C'est-à-dire que le rêveur, bon, déjà, il dort, la différence avec un rêve classique, déjà, et un rêve lucide, c'est que le rêveur a conscience qu'il rêve. Mais le rêve prémonitoire, il est vécu comme un instant de vie réel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va le vivre en couleur sur des endroits existants. Il n'y a rien de farfelu dans un comment dirais-je, un rêve prémonitoire. On a exactement les mêmes sensations que dans la réalité. On ressent tous nos sens, l'odorat, le toucher, le goût. Comme j'expliquais tout à l'heure, on comprend les gens même s'ils ont une langue différente. Alors le rêve en général, il est rendu possible grâce à l'enchaînement de plusieurs processus chimiques complexes. C'est voilà, c'est relativement compliqué. Et alors tout ça, ça se passe au niveau de notre système nerveux. Et il y a certains neurones particuliers qui vont être activés pendant cette période. Ce qui va permettre, en fait, c'est ce que je pense moi, ce qui va permettre d'ouvrir certaines portes qui nous sont simplement habituellement fermées, quoi. Donc le rêve lucide, ce serait plus un processus de rêve classique, par contre, qui lui serait perturbé par des ondes de gamma. Alors, bon, là, je vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'en fait, dans un rêve lucide, on va avoir des informations qui émaneraient en plus de l'extérieur. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais là, je parle de la base, effectivement, du rêve lucide. Mais donc, ce qu'il faut retenir de cette chose-là, c'est que le rêve prémonitoire est une sorte de rêve lucide. On a la même base, avec des processus complémentaires. J'ai un petit exemple on peut effectivement mélanger le rêve prémonitoire et avoir certaines informations de rêves lucides qui peuvent arriver. Je prends par exemple un rêve que j'avais fait il y a pas mal d'années déjà, où bon là c'est pas une catastrophe. En fait c'est un astéroïde qui est rentré dans l'atmosphère. Donc je m'étais retrouvé dans un endroit que je connaissais très bien. Il y avait un beau ciel, le ciel tout à coup s'est assombri, il y a un astéroïde qui est venu vers moi, le ciel a changé de couleur, il est passé au rouge, comme si ça prenait feu.
Et donc là, on est dans le rêve prémonitoire, et ce qui va plus chose, et ce qui était marrant, c'était de voir donc ce gros rocher arriver, et d'un coup, paf, tomber à mes pieds c'était de voir donc ce gros rocher arriver, et d'un coup, paf, tomber à mes pieds un tout petit caillou, ce gros rocher arriver, et d'un coup, paf, tomber à mes pieds un tout petit caillou, ce gros rocher arriver, et d'un coup, paf, tomber à mes pieds un tout petit caillou qui était brûlant de ce... Et Oui, donc... paf, tomber à mes pieds un tout petit caillou qui était brûlant de ce fait. Oui, donc c'était pas forcément toujours la catastrophe annoncée non plus, alors pour le coup. De ce fait. Oui, donc c'était pas forcément toujours la catastrophe annoncée non plus, alors pour le coup là. Non, et heureusement encore, c'est pas toujours des c'est non plus, alors pour le coup là. Non, et heureusement encore, c'est pas toujours des catastrophes. Pour le coup là. Et certains, et heureusement encore, c'est pas toujours des catastrophes. Et certains même rêvent de très belles choses, comme de leur propre mariage, avant de rencontrer comment dirais-je, avant de rencontrer comment dirais-je, avant de rencontrer donc comment dirais-je, avant de rencontrer leur âme sœur. Donc on arrive quand même à rêver avant de rencontrer leur âme sœur. Donc on arrive quand même à rêver de belles choses. Oui, donc tout n'est pas âme sœur. Donc on arrive quand même à rêver de belles choses. Oui, donc tout n'est pas forcément catastrophique comme tu viens de l'énoncer ici, c'est vrai. Bon. Donc, je dirais extrêmement intéressant. Et là, tu as quand même relevé certains points que nous allons voir dans la troisième partie, puisque tu as parlé d'ondes gamma. Donc, j'aurai vraiment quelques questions assez techniques à te poser à ce moment-là. Donc, je te dis à tout de suite. On revient juste après ça, Edmond. À tout de suite. Eh bien, à tout de suite. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Nous revoici pour la dernière partie, la troisième partie des coulisses de l'étrange, toujours avec mon invité, monsieur Edmond Giroux, spécialiste des mondes invisibles, et notamment aujourd'hui qui nous a exposé déjà dans ses deux premiers modules, je dirais, les rêves prémonitoires. Donc forcément, évidemment une porte, je dirais, une porte fréquentielle, donc comment on pourrait dire ça, une porte temporelle fréquentielle, hein, Edmond, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors spatio-temporel, parce qu'effectivement, on peut se déplacer dans l'espace et dans le temps, forcément, puisque on voit quelque chose du futur. Et fréquentiel, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer que effectivement il y a certaines ondes, donc certaines fréquences qui viennent rentrer en ligne de compte. Ah, justement, ça va être, je vais dire, ma question suivante, Edmond. Et c'est vrai que, donc j'allais dire, ce rêve, ces rêves prémonitoires, ne serait-il donc pas, je dirais, finalement c'est un rêve normal, perturbé par des ondes? Mais quelles ondes, Edmond? C'est important ça. Alors oui, tout à fait. Alors c'est exact. C'est en fait le rêve prémonitoire donc est pour moi plus complexe que le rêve classique bien sûr et que le rêve lucide. Et alors déjà pour comprendre tout ça, je pense qu'il est important d'essayer d'expliquer un petit peu ou de rappeler quels sont les types d'ondes qui sont générées par le corps humain et que l'on retrouve essentiellement dans les électroencéphalogrammes. Donc il existe 5 seuils importants de fréquences qui sont générés par le système nerveux, donc essentiellement le cortex cérébral. Ces ondes, donc, ce sont les ondes gamma, j'en ai parlé tout à l'heure, les ondes bêta, les ondes alpha, les θ et enfin les delta. Alors, en ce qui concerne les ondes gamma, quelles sont-elles? En fait, ce sont les ondes que l'on dégage lorsqu'on est en hyperactivité ou en très grande concentration. Alors, techniquement, parce que je vais parler un petit peu technique, mais pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui touche à la fréquence, je dirais que ce sont toutes les ondes qui dépassent, on va dire, les 30 Hertz. Donc, en gros, les 30 battements à la seconde. Et ça, donc, c'est représenté effectivement. Enfin, c'est pas représenté, ça représente chez l'homme donc généralement donc une hyper activité quoi. Alors ensuite,
on va retrouver tout ce qui est donc les ondes bêta, c'est tout ce qui est situé en dessous et jusqu'à 13 Hz. Donc tout ce qui se situe entre 13 Hz et 30 Hz, en gros évidemment. Hein. Et ce sont celles que l'on connaît le mieux. Pourquoi? Parce que c'est celles qui caractérisent un état normal chez l'être vivant, chez l'être humain. Donc ça va osciller aux alentours de 30, donc vers le stress, et le 13 vers une concentration accrue. En gros, donc, c'est ce que l'on vit du lever quand on prend son petit, quand on se lève, quand on sort de son sommeil et qu'on se lève jusqu'au coucher. Donc, généralement, notre corps travaille dans ces fréquences-là. Ce sont les ondes de travail en fait je dirais qui représentent notre conscience analytique, c'est-à-dire tout ce que l'on va analyser terrestrement et sur le plan matériel, etc. Ensuite, donc, nous allons descendre dans les ondes alpha. Donc, c'est en dessous de 13, vous aurez bien compris comment ça fonctionne, et jusque vers 8 Hz, 7 à 8 Hz en général. Généralement, c'est le début de l'endormissement. Donc, pour moi, c'est un secteur de transition, je dirais, entre l'activité et l'état méditatif même. Et donc, si on continue à descendre, eh bien, entre 8 et 4 Hz, et là, on arrive vraiment très bas, ce qui nous fait que 4 oscillations à la seconde, hein, on va trouver des ondes θ. Alors, les ondes θ, en fait, moi, je vais les grouper un petit peu dans ce qui nous intéresse là, avec les ondes delta, qui, elles, sont situées à partir de 4 Hz, bien sûr, jusqu'à ce qu'on est capable de mesurer, c'est-à-dire 0,1 Hz. Et là, pour moi, on entre dans le domaine de tout ce qui est rêve lucide, rêve prémonitoire, la transcommunication hypnotique aussi, où donc les gens se retrouvent dans des états situés aux alentours des 8-10 Hz, donc on reste quand même dans le domaine. C'est pour moi aussi, alors je ne me suis pas trop renseigné sur les électroencéphalos, parce que généralement, pour ces personnes-là, elles sont décédées au moins pendant un moment, puisqu'on va retrouver donc les fameuses expériences de mort provisoire, les EMI, les expériences de mort imminente, que je préfère appeler moi expérience de mort provisoire, donc un terme que préfère aussi le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui a énormément travaillé sur le sujet. Alors les ondes de θ vont progressivement nous amener dans un état de relaxation profonde. Donc on va retrouver ici, dans ces deux types d'ondes, les gens qui font de la méditation profonde. Et à partir du moment où on va se retrouver en état de relaxation profonde, notre fréquence pourra alors descendre beaucoup plus bas vers les ondes de delta. Ainsi, on a la voie ouverte, je dirais, les portes ouvertes à tous ces types de phénomènes. Et c'est à partir d'études effectuées en plus dans le cadre des rêves lucides, notre état navigue effectivement entre toutes ces ondes, les θ, les delta, et parfois ça peut être perturbé de temps en temps par les ondes de gamma, donc venant de l'extérieur, tu l'auras compris, donc générées éventuellement par des pensées puissantes, des choses comme ça. Par contre, la présence d'ondes de gamma, pour moi, ça n'explique pas du tout la prémonition et les rêves prémonitoires. Pour moi, ça n'explique pas ça. Donc oui Edmond, là je dirais vraiment quelque chose vraiment d'abouti et de recherché quand même dans tes travaux. Et c'est vrai que on va pas mentir à nos auditeurs, aux auditrices, c'est vrai que bon, ça fait déjà une petite fourchette d'années que toi et moi, maintenant on se connaît un petit peu dans la vie, hein, Edmond, c'est vrai. Oui, absolument, oui.
Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se permet de se tutoyer. Oui, voilà, donc c'est une émission qui reste quand même encore bon enfant pour le coup, mais tout en étayant quand même des arguments assez spécifiques et assez intéressants, Edmond, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais te prendre mot justement pour le dernier module. Donc vu qu'on se connaît, tu m'avais exposé déjà, il y a pas mal de temps de ça, justement de tes théories par rapport justement à ces rêves prémonitoires. Et c'est vrai que tu as établi cette théorie concernant, je dirais, notre comportement induit par les fréquences θ et delta. Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer ici, Edmond, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, ça ne reste qu'une théorie de ma part, mais je vous ai parlé tout à l'heure donc des ondes delta notamment, où les fréquences se situent entre 4 Hz et 0,1 Hz, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de mesurer beaucoup en dessous de cette fréquence-là. Mais ce qu'il faut savoir techniquement, c'est que chaque fréquence décline une longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est quoi? C'est une distance. C'est la distance qui va être effectuée par les deux demi-ondes, on va dire, ce qui nous amène à faire une onde complète. Ce qui est intéressant de savoir, beaucoup, je pense, le savent déjà, c'est qu'une fréquence de 1 Hz nous amène à une longueur d'onde de 300 000 km. Et alors la fréquence se mesure en secondes, c'est-à-dire qu'en gros, la longueur de l'onde fait 300 000 km en une seconde. Et donc ça, c'est une période d'une seconde, 300 000 km. Alors, ça vaut ce que ça vaut, cette théorie. Je me suis simplement dit que si notre conscience intuitive, non pas notre conscience analytique, c'est-à-dire notre conscience de tous les jours, mais bien la conscience intuitive, c'est-à-dire celle qui nous sert à rêver, à faire des rêves prémonitoires, celle qui nous permet de méditer, celle qui nous permet de faire des sorties astrales, etc. Si notre conscience intuitive, donc, avait le moyen de chevaucher non pas la fréquence, mais la longueur d'onde créée par cette fréquence, notre esprit, donc on va l'appeler esprit, notre conscience intuitive serait capable de voyager à des milliers et des milliers de kilomètres, donc être capable également de voyager quelque part dans le temps. Voilà, c'est une de mes théories. Je planche là-dessus. Bon, ce qui est indéniable, c'est que on est tous maintenant d'accord pour se rendre compte que plus on rentre en état de méditation, plus notre fréquence descend, donc plus la longueur d'onde découlant de cette fréquence va augmenter, donc plus la distance va être éloignée. Et pour moi, je pense qu'il y a une relation réelle entre les deux, entre les basses fréquences et les distances que l'on peut parcourir. Oui, donc je tenais vraiment dans cette émission à ce que tu l'exposes, parce que vraiment ici tout le monde aura compris ici quand même quelque chose, une théorie certes, mais comme dirait Einstein, tout est relatif finalement, Edmond. Absolument, tout est relatif et effectivement, c'est pas de moi, c'est de Albert Einstein. Pardon, pour avoir relevé le truc, pardon Edmond, c'est vrai. Non mais il n'y a pas de mal. Mais c'est donc Edmond, nous arrivons au terme de cette émission. D'ailleurs, je vais passer vraiment, et j'espère que les auditeurs auditrices aussi, on a passé un agréable moment, je veux dire, en ta compagnie et dans ton exposé. Quand même, je veux dire, on a appris, moi le premier, vraiment des choses extrêmement intéressantes sur ces rêves prémonitoires. Donc, on peut dire avec le point d'interrogation, une réelle porte. On ouvre à ce moment-là une porte spatio-temporelle fréquentielle. C'est ça, Edmond. Oui, tout à fait. Du moins, c'est ce que je pense. Bon, la première partie, porte spatio-temporelle, c'est un fait certain. Et pour moi, l'influence des vibrations, donc des ondes, est très important dans ce genre de phénomène.
Eh bien écoute Edmond, je te remercie vraiment pour ce moment agréable passé avec toi dans cette émission. Et donc Edmond, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître encore et qui voudraient voir un petit peu et en connaître davantage sur ton exposé et la suite de tes travaux, puisque Dieu sait s'il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs on fera peut-être ensemble une émission Edmond si tu le veux. Ah ben ce serait avec plaisir. Et donc on peut te retrouver où alors comment on peut faire pour te contacter? Alors j'imagine les réseaux sociaux ou des choses comme ça, Edmond? Alors absolument, oui, via les réseaux sociaux, pour me contacter, je pense que c'est le plus simple de ce côté-là, José. Oui, donc sur les réseaux sociaux, donc Monsieur Edmond Giraud, tout simplement. Et tu as écrit, je crois, certains ouvrages, d'ailleurs à succès, n'ayons pas peur des mots, et donc notamment Les Mondes Invisibles et aussi Les Rêves Prémonitoires. Donc des livres aussi, des bouquins qu'on peut commander, j'imagine, sur des sites connus, Edmond, c'est ça? Oui, absolument, oui, sur des plateformes donc via internet, sur des plateformes connues, et on peut le retrouver donc dans tous les pays du monde où on retrouve ce type de plateforme. Merci Edmond, et j'espère à très bientôt. Au revoir Edmond. À très bientôt, merci José. Au revoir tout le monde.